Rodrigue est la plus petite île des Mascareilles. Perdue au milieu de l'océan Indien à 600 km à l'est de Maurice, elle a gardé, grâce à son éloignement, toute son authenticité. La fabrication du tambour est faite de manière rudimentaire et confidentielle, mais néanmoins demande un véritable savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Rencontre avec un vieux fabricant qui accepte de me livrer ses secrets. Je fais partie d'un groupe qu'on joue, le groupe Cardinal Vaughan. Voilà. C'est un groupe qui joue dans différentes occasions. Pour fabriquer la ravane, j'utilise du bois de boule de gomme, de razuna, le badamier pour faire l'encadrement. Pour le couvert, on fait couvert avec la peau de chèvre. La peau de chèvre doit être fraîchement coupée. On le met trempé dans de l'eau. Et puis on les écarte sur des morceaux de bois qu'on appelle des brochettes pour donner la forme d'un cercle. Je l'attache avec un morceau de corde de vacua. Vacua, c'est une plante endémique de l'île. Voilà, je retourne la peau de chèvre sur le cercle. Ça, c'est toujours en vacua. On fait un cercle avec 2 ou 3 brins de vacua. Et ça utilise à serrer la peau de chèvre sur le cercle du tambour. Et c'est ça qui donne le centre aussi un peu. Depuis que je fais ça, j'ai fabriqué environ des milliers, quoi. Parce qu'il y a même des tambours que j'ai fait pour exporter aux Seychelles. Auparavant, je le faisais comme ça, mais depuis que je suis retraité, je le fais permanent, en permanence. Des fois, quand ma femme chante, moi je joue la ravane, le tambour. Non. Les grands-parents faisaient ça auparavant. Et on regardait, et puis en tant qu'enfant, on essayait de fabriquer nous-mêmes. Là, c'est presque terminé. Il ne reste qu'à passer la colle et on va laisser sécher après avoir passé la colle. Ça va prendre 1 jour et demi. À Rodrigue, l'industrie n'existe pas. Aussi, l'artisanat occupe une place prépondérante dans la culture et l'économie. Elle permet de survivre à toute une partie de la population qui s'est organisée en associations et en coopératives. C'est une association où travaille un groupe de dames à Trèfle. Ici, on expose des produits tels que vannerie, agroalimentaire. Et vous pouvez aussi avoir des plats sur commande, des plats locaux. Eh bien, ici, on travaille en coopération où chacun travaille à son propre compte, mais l'argent que chacun gagne, il y a un petit pourcentage qu'on laisse. Ça va revenir au fond de l'association. Au fait, l'argent que nous recueillons en faisant du travail, on l'utilise pour avoir un plus financier dans la famille. Le miel de Rodrigue est réputé pour être un des meilleurs du monde, et cela ne tient pas uniquement au savoir-faire des apiculteurs. Mais alors à quoi cela tient-il? Ça se trouve que Rodrigue se trouve juste en bas de l'équateur. Là-bas, l'équateur, c'est plus de soleil que dans d'autres pays, disons Maurice et Réunion. Il n'y a pas trop d'humidité. Les fleurs sont sucrées. Rodrigue est entouré de la mer. Je crois que ça aussi, ça rapporte aussi avec le miel. C'est ça que le miel est très bon à Rodrigue, très réputé. La mer, le soleil, les fleurs, ça mélange, ça donne vraiment le goût de Rodrigue. Si le miel de Rodrigue est un fleuron de l'exportation, l'agriculture, quant à elle, ne suffit pas à nourrir toute la population.
Par manque de moyens, elle reste encore artisanale. L'agriculture de Rodrigue a toujours été une agriculture de subsistance, comme on dit. Auparavant, les Rodriguais produisaient pour leur propre consommation. Et puis, il y a eu une certaine exploitation dans les années 60. Mais après les sécheresses des années 70, l'agriculture de Rodrigue est tombée à un bas niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'agriculture de Rodrigue est surtout une agriculture vivrière, une culture de légumes. Il n'y a pas vraiment d'exploitation. C'est aujourd'hui qu'on essaye de se respécialiser dans certains domaines comme l'oignon, comme l'ail, comme le gingembre, comme la pomme de terre, comme le fameux limon de Rodrigue, le petit piment, etc. pour créer des exploitations agricoles. Beaucoup travaillent, ils travaillent par lui-même, parce que pas pareil pour moi-même. À Rodrigue, il y a un manque de main-d'œuvre et en plus, il n'y a pas assez de machines pour labourer les terres. On travaille beaucoup, mais main-d'œuvre n'est pas gagnée. C'est un peu pour cela qu'on ne pourra pas prendre notre autosuffisance au niveau agriculture. Et chaque agriculteur ici à Rodrigue, il cultive plus pour la propre consommation, la vente en l'île, mais il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, les Rodriguais ont le désir de développer leur agriculture tout en préservant leur environnement. Mais cela n'a pas toujours été le cas, en partie pour des raisons historiques. Avant, les Rodriguais considéraient que lui, il était un étranger qui habitait sur une terre qui appartenait au gouvernement mauricien. Donc, il ne faisait rien pour protéger cette île. Au contraire, il l'exploitait, il coupait à tort et à travers les arbres, il détruisait, parce que il considérait que cela ne lui appartenait pas, mais c'était la propriété du gouvernement mauricien. Mais quand Serge Clair est venu, il y a eu une nouvelle vision, on a inculqué une nouvelle approche, une nouvelle façon de penser, et il a demandé à ce que les Rodriguais puissent se responsabiliser. Rodrigue, ce défi de faire Rodrigue une île écologique, c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas juste le gouvernement régional de Rodrigue, mais aussi toute la population. Et ça, c'est très très important, parce que si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire Rodrigue risque de disparaître un jour. Nous ne vivons pas dans la luxure, dans les histoires vraiment qui vont nous dénaturer, mais aussi nous devrions que notre nature, tout ce qui est autour de nous, soit dénaturé, soit défiguré. Et c'est pourquoi nous souhaitons que cette île Rodrigue de demain soit cette île Rodrigue d'aujourd'hui. Alors c'est ça notre grand défi. Le challenge, c'est de développer l'économie de l'île tout en respectant ce qu'on appelle l'écosystème, l'environnement, faire en sorte que le développement économique ne soit pas au détriment de l'environnement ou de l'écosystème de l'île qui est très fragile. Nous avons aujourd'hui de très gros problèmes environnementaux, des problèmes de développement durable, de sustainability, comme on dit. Par exemple, il y a le lagon, il y a la surexploitation du lagon, il y a l'érosion des terres, il y a la déforestation, il y a la pollution par des déchets solides. Ce sont autant de challenges qu'il nous faut aujourd'hui prendre en compte dans tout exercice de développement touristique ou industriel, agricole ou autre. Pour faire face à ce défi, Rodrigue s'est investi d'une mission éducative en créant des réserves naturelles et en sensibilisant les enfants à leur environnement. Le sentier botanique de Grande Montagne en est un exemple. On va aller à Grande Montagne, ok? Grande Montagne, c'est quoi les enfants? Grande Montagne, réserve. Oui, réserve. Quelle réserve? Oui, ok, on va monter en ordre. Ici, il y a des plantes endémiques, des plantes indigènes, vous voyez? Ici, ça, c'est le bois carotte. Oui, c'est le Pittosporum. Le bois bégasse, bois carotte. Là, c'est une plante médicinale. Et ici, c'est le vaqua. Oui, et vous savez comment on plante les vaqua? Non. OK, on va dans la nature. Comme vous voyez, devant, il y a des plantes de vaqua avec de graines, comme ça. Et avec le fruit, dans le fruit du vaqua. Et on prend les graines dans la nature, sur les plantes mères. Et on emmène sur la pépinière à Solitude. Vous connaissez Solitude? Oui, on emmène à Solitude et dans la pépinière à Solitude, et là, on sème les graines, comme vous avez pu voir, ok?
Et là, on a des petites plantes et on transporte depuis Solitude pour emmener à Grande Montagne. Et puis en Grande Montagne, on plante dans les réserves. Regarde en bas, ça c'est le bois d'olive. Tous les plantes endémiques ont 2 caractéristiques. Okay? Regardez les feuilles, quand c'est petit comme ça, les feuilles juvéniles. Juvénile, ça veut dire petit, encore petit. Ça, c'est le vacua juvénile. Cette plante-là, on appelle ça le bois blanc, dont le nom scientifique, c'est le Gastonia rodriguesiana. Cette plante pousse généralement sur les coraux. Ils préfèrent les sols comme les coraux, les calcaires, comme ça. C'est une plante endémique. Ça, c'est une plante adulte. Voilà les fruits. C'est à partir du fruit. Et puis, on a des graines. C'est avec ça qu'on propage des vacuas pour planter dans la réserve. Le lagon comporte de nombreux îlots qui font l'objet d'une attention toute particulière. L'île Coco a pour rôle la protection des oiseaux. Bienvenue sur l'île Coco. On est ici sur une réserve naturelle, une îlot, située à environ 500 mètres de la côte. Et puis c'est 2,1 km de long. Et l'île est décrétée réserve naturelle en 1985 par le gouvernement central de l'île Maurice pour préserver la faune et la flore qui s'y trouvent et pour ne pas que les gens viennent envahir l'île comme ça, pour garder le cachet naturel de cette île. Et on a à côté l'île au sable où c'est strictement interdit l'accès parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent même sur le sable là-bas. Alors pour ne pas les déranger, on a interdit l'accès. Tous ces oiseaux sont des oiseaux qui mangent que du poisson. Elles ont les pattes palmées et elles ont un seul œuf par couple. Parce que vu la rareté du poisson, c'est à cause de ça. Derrière moi, on a le mapou et on a l'oiseau qui s'appelle la vierge blanche. Elle aime nicher sur le mapou, surtout dans les branches en fourche. Et des fois, elle a une colle spéciale, je crois que ça vient de la salive. Elle colle l'œuf. Vous pouvez voir des œufs dans une fourche d'arbre comme ça, et quand le petit éclore, elle descend. On a aussi des arbres endémiques sur l'île, comme le bois blanc, le gastonia, et puis le mapou que vous voyez ici, c'est exotique. On a ça aussi à l'île de la Réunion. Et puis on a 2 types d'oiseaux qui sont un peu pareils, le maquois et le malène. La seule différence qu'on fait, c'est leur grosseur. Le maquois est un peu plus gros et la malène est un peu plus petit. Le yéyé, la particularité qu'il a, son nom est dérivé de son cri. Il crie un peu yé yé yé, c'est pour ça qu'on a appelé le yéyé. Et puis c'est facile de le reconnaître. Il a la gorge et l'estomac blanc et sous les ailes aussi, c'est blanc. La golette blanche est allée pêcher un poisson. S'il est plus facile de protéger certains secteurs de l'île en créant des réserves, il n'en est pas de même avec le lagon, qui, fragilisé par la pêche, souffre d'une surexploitation. Le problème est complexe car les charmantes petites embarcations ne peuvent pas affronter la haute mer réputée mauvaise. Beaucoup de pêcheurs doivent se contenter du lagon, la barrière de corail constituant un horizon infranchissable. Rodrigue, dans les îles Mascaret, a un des lagons les plus grands comparativement à la surface de l'île. Mais ce lagon est traditionnellement, c'est ce qui fait vivre les pêcheurs. Aujourd'hui, vu le nombre de pêcheurs et la surexploitation depuis tant d'années, ce lagon tend à être épuisé. Il n'y a plus grand-chose dans le lagon et le lagon ne nourrit plus le pêcheur. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, d'aller en haute mer, d'aller dans des bateaux plus gros, vers la pêche hauturière. C'est ce qu'on veut développer ici. C'est une pêche semi-industrielle et on est en train, bientôt on va mettre la main dans les travaux pour remettre à jour notre port de pêche à Pointe-Meunier. Même si certains pêcheurs ont déjà investi dans des bateaux à moteur, cela ne suffit pas pour résoudre les problèmes du lagon. Plusieurs modes de pêche lagonaire subsistent. Jean-Pierre, guide de pêche et membre d'une association de protection, me donne des précisions. Donc il y a 3 sortes de pêche. Pêche à l'année, pêche au filet,
c'est-à-dire on dit ça ici pêche à la Seine, et la pêche au casier, les nasses. Donc il y a à peu près 3000 pêcheurs dans l'île. Donc il y a certains qui commencent à pêcher un petit peu en haute mer, hors lagon. Mais c'est pourquoi que le gouvernement régional, il comme si encourage des gens pour sortir de lagon. C'est-à-dire, parce que là, le lagon est un petit peu saturé, il y a pas mal de pêcheurs, parce qu'il y en a un petit peu moins de poissons de temps en temps. Les poissons, ils sont un peu moins. Donc il faut comme si encourager des pêcheurs pour qu'ils pêchent en haute mer. Parce qu'ils vont faire des zones limitées pour les protections un petit peu des coraux. Donc où on a le droit de pêcher ou on n'a pas le droit de pêcher. Parce que le lagon quand même il fait 200 km², donc c'est assez intéressant. Mais c'est assez intéressant pour l'avenir, pour l'écosystème marin. C'est-à-dire pour les coraux aussi puissent continuer à survivre. Et comme si pour les poissons aussi. On a la pêche au filet aussi, qui était toujours une pêche traditionnelle, ce qu'on dit ici pêche à la Seine. Mais c'est seulement 6 mois de l'année. Quand même, on voit que le filet, la pêche au filet, là, la pêche à la Seine, qui détruit un petit peu aussi les coraux. Donc, le gouvernement régional aussi est en train de penser pour limiter un petit peu les pêcheurs qui pêchent au filet. Parce que là, si on veut garder l'île, préserver l'île, donc il faut maintenant, c'est-à-dire voir pour qu'on puisse protéger le lagon aussi. Bon, pour le moment, il y a quelques pêcheurs, donc on peut dire une centaine de pêcheurs qui commencent à aller pêcher en haute mer. Donc ils ont un bateau pas très grand, mais quand même qui peut aller quand il fait beau temps. Donc il va, je ne sais pas combien de milles nautiques, mais quand même ils vont assez loin. Mais bon, c'est pas pour longtemps, pendant 8 heures, ils partent et puis ils rentrent. Donc les pêcheurs de lagon, donc c'est toujours comme une pêche traditionnelle. Donc après avoir eu quelques kilos de poissons, ils viennent au bord du rivage et ils vendent le poisson directement aux consommateurs. Donc il y a aussi des gens qui pêchent au filet, pour la pêche au filet là, à la Seine, quand ils ont quand même quelques centaines de kilos de poissons. Donc là, ils sont obligés de revendre avec des commerçants qui puissent aller vendre à l'intérieur de l'île. Donc pêche au filet, quand même, il y a plus de quantité de poissons que de pêche au casier ou de pêche à la ligne. Si le lagon est victime de la surpêche, c'est aussi en partie à cause de l'ourite. Ce poulpe fait partie intégrante de la cuisine rodriguaise et on le voit sécher un peu partout à proximité des habitations pour être consommé ou revendu. L'ourite est pêché à marée basse par une multitude de pêcheurs à pied. Mais pour les fameuses pêcheuses d'ourite, cette pêche représente un commerce à part entière. Lavée et congelée, l'ourite est aussi exportée de manière artisanale et constitue une source d'emploi. Mais cette pêche n'est pas sans poser des problèmes. Natacha du centre Scholz dresse un bilan de la situation. On est une organisation non gouvernementale et nous travaillons beaucoup côté préservation. On a 3 buts principaux, dont c'est côté formation, recherche et éducation. Notre but, c'est de sensibiliser la population sur l'environnement marin afin qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'il y a et l'importance de ce qui nous entoure, parce qu'on est une petite île. Et aussi, on fait beaucoup de formations pour pouvoir avoir des personnes bien qualifiées pour continuer le travail côté préservation et conservation. Et on fait beaucoup de recherches aussi pour savoir comment est l'état de nos récifs, des poissons, des coraux et tout ce qu'il y a dans la mer. Et comme ça, pour pouvoir communiquer avec les autres, pour faire prendre conscience des dangers qu'il y a, des impacts des humains sur la mer et aussi quel état on est maintenant à Rodrigue. Concernant l'éducation, on essaie de toucher toute la population qui est tout autour de Rodrigue, que ce soit les pêcheurs, les écoles primaires, les collégiens et tout le monde. Et pour les écoles, on part dans les écoles, on donne des cours sur l'écologie marine. On fait beaucoup d'activités avec ces enfants-là et essayer de faire prendre conscience de la beauté de la mer, de faire découvrir ce qu'on a. Rodrigue, on a un lagon 2 fois plus gros que l'île
Et le lagon est encore, on peut dire, encore en bon état, mais le reef flat, qui est là où les pêcheurs vont pêcher les ourides, c'est un peu endommagé. Mais après, on a le reef slope qui est toujours encore en bonne santé, mais on a des effets comme les réchauffements de l'eau, les blanchiments des coraux, et qui abîment les coraux. Et si on ne fait rien, tout ça, avec les pêcheurs qui marchent sur les coraux aussi, ça va abîmer complètement le lagon. Et c'est pour ça qu'on part voir les pêcheurs, parce qu'ils sont concernés. C'est là où ils gagnent leur vie, c'est leur métier. Et là, les faire prendre conscience du lagon et de l'état du lagon et comment mieux protéger ce qu'on a, comme les coraux et les poissons, parce que c'est important pour eux demain. Et on peut dire qu'à Rodrigue, tout le monde sait cela. Avant, on n'avait qu'à aller dans la mer, on passait moins de temps dans l'eau et on avait des grosses prises. Mais maintenant, ça diminue, on n'a pas beaucoup de poissons. Et tout ça, il faut dire pourquoi. Et la pêche à la Seine aussi, on n'a pas beaucoup de poissons en ce moment, ça diminue d'année en année, d'après les dernières données qu'on a. Et c'est là que vient notre rôle est là, pour aller voir tout le monde, pour faire prendre conscience et comment c'est important et comment ça descend et ça descend, le stock de poissons diminue, les coraux meurent. C'est pas comme avant, ça a complètement changé. Malgré son éloignement, Rodrigue attire les touristes européens, mais surtout réunionnais. En plus de nombreuses activités de pleine nature que propose l'île, c'est surtout son authenticité qui séduit et attire les visiteurs. Le potentiel touristique peut donc contribuer au développement économique de l'île, mais peut aussi s'avérer être un piège. C'est pourquoi, conscients des risques, les Rodriguais et les autorités locales sont à la recherche de cet équilibre aussi fragile. Oui, ce que nous visons à Rodrigue, ce n'est pas un touriste de masse, c'est un touriste de découverte. Ce n'est pas un touriste qui va venir chez l'île pour des distractions extravagantes, etc. C'est un touriste qui découvre une île, comme j'ai dit dans notre plan quinquennal, une île qui a une vision pour son développement et une île qui tend à se préserver et à préserver surtout sa culture et sa manière de vivre qui est, je crois, unique dans cette partie du monde. Nos amis de La Réunion viennent nous dire, quand nous venons ici, nous avons l'impression de vivre le passé de La Réunion. Très souvent, nos conseillers, ce sont nos amis qui sont de la France, d'ailleurs, qui viennent nous dire, faites bien attention. Nous viendrons chez vous que si vous continuez dans cette direction, c'est si vous préservez cette île Rodrigue. Mais il nous faudra voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, comment sera cette île Rodrigue.